Et en fait, au bout de 2 ans, je commence tout doucement à me poser des questions sur la suite, parce que, pour plein de raisons différentes, mais je voyage énormément pour le boulot, ce qui veut dire que ma vie perso, elle est un peu mise de côté aussi. J'ai une oreille tendue de plus en plus sur les sujets de sens au travail, bien-être au travail, quête de sens, épanouissement, etc. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je suis davantage attentive à ce genre de sujet. Et puis moi, je m'y retrouve un petit peu moins dans ce que je fais. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Nadège, j'ai 38 ans, j'ai quitté une grande boîte dans les parfums il y a 4 ans et aujourd'hui j'ai monté ma propre structure et j'accompagne des personnes dans leur propre reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es née et où as-tu grandi ? Alors, je suis née à Paris, un petit peu à côté de Paris, en 85. Mon papa travaillait dans la banque et ma maman travaillait pour une grande marque de textile. Et puis, au bout de 3 ans, pour des raisons professionnelles de mon papa, on a été amené à déménager à La Rochelle où habitait ma grand-mère. Et on y a passé 2 ans. Et puis ensuite, toujours pour le travail de mon père, il a eu l'opportunité de partir à Madrid. Et ça a été la première grande expatriation qu'on a eue. Et puis ensuite, il s'en est suivi beaucoup, mais ça a été la première. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu es arrivée en Espagne avec ta famille ? Je suis arrivée à 5 ans en Espagne. D'accord. Alors, tu es âgée de 5 ans quand tu arrives en Espagne. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu as dû faire face ? Alors je fais face à 2 difficultés quand j'arrive en Espagne. La première, c'est la langue, évidemment, parce que j'ai 5 ans et que je parle pas du tout espagnol et je me retrouve avec plein de petits camarades qui parlent, soit qui sont bilingues déjà parce qu'ils sont là depuis très longtemps et moi je parle pas un mot d'espagnol, donc c'est assez compliqué au début. Et puis la deuxième difficulté, c'est que pendant les 2 années précédentes quand j'étais à La Rochelle, c'est ma grand-mère qui a beaucoup pris soin de moi parce qu'elle allait me chercher à l'école, j'allais manger avec elle, etc. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée devoir manger à la cantine et donc être un petit peu déracinée par rapport à tout ça. Donc ça a été les 2 grandes difficultés quand je suis arrivée là-bas. Est-ce que tu te souviens d'une chose qui t'a particulièrement marquée une fois arrivée en Espagne ? Alors il y avait des décalages aussi d'un point de vue culturel puisque nous arrivant de France et puis un peu avec les habitudes aussi françaises des horaires. Je me souviens, ma mère, elle me mettait au lit vers 7h30 et en Espagne, en général, à 7h30, ils finissent leur goûter. Et donc on habitait dans une résidence et en fait, j'avais toutes mes copines qui venaient sonner à la maison pour demander si elles pouvaient, si je pouvais jouer avec elles. Et à l'époque, moi je m'appelle Nadège et en Espagne Nadège c'est compliqué, donc elle demandait si Natalia pouvait sortir jouer avec elle et ma mère disait non, Nadège elle dort et elle comprenait pas parce qu'elles avaient leur sandwich dans les mains et il y avait vraiment des décalages parce qu'elle passait à table, il était 10h et moi ça faisait déjà 2h30 que je dormais. Donc ça c'était un peu particulier au début, ouais. Combien de temps ta famille et toi êtes restés en Espagne ? Donc on est resté 6 ans en Espagne et puis j'ai fait jusqu'à mon CM2. On avait déjà visité le collège pour que je puisse partir faire ma 6e au collège français. Et puis pendant l'été, on a proposé à mon père une expatriation au Maroc. Et donc mes parents sont partis d'abord voir comment ça se passait là-bas et pour prendre la décision de partir ou pas. Et puis ils sont revenus et ils m'ont annoncé qu'en fait finalement ma 6e j'allais pas la faire à Madrid mais j'allais la faire à Casablanca. Et donc on a déménagé pendant l'été et j'ai fait ma rentrée de 6e au collège à Casa. J'avais 11 ans. Donc là, tu fais ta rentrée de 6e à Casablanca au Maroc. Quelles différences culturelles tu as pu souligner ? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et quelles ont été tes premières impressions ? Donc j'arrive au Maroc, j'ai 11 ans. Évidemment, je dois tout refaire parce que je dois refaire tout mon groupe d'amis. Je dois commencer à découvrir une nouvelle culture aussi parce que entre l'Espagne et le Maroc, il y a quand même de nombreuses différences. Et je me retrouve à devoir recommencer presque de zéro.
Déjà en 6e, on change de classe tout le temps, ce qui n'est pas le cas quand on est en CM2 où on reste toujours dans la même classe. Et à ça s'ajoutent toutes les différences culturelles aussi. Je découvre le ramadan, je découvre toutes les nouvelles cultures, évidemment la langue, même si moi j'étais en collège français, mais je prends quand même des cours d'arabe. Voilà, c'est vraiment une nouvelle adaptation à une nouvelle vie. Et puis en même temps, c'est un petit peu un retour aussi aux racines, parce que mon papa, il est né au Maroc, il est né à Casablanca, et donc en fait, c'est aussi pour moi découvrir une partie aussi de mon histoire, où mon père m'amène devant l'immeuble où il est né, il me raconte mes grands-parents sont nés au Maroc, se sont mariés au Maroc, donc voilà, je découvre aussi une partie de mon histoire à ce moment-là. Est-ce que tu penses que tu as eu un lien familial différent du fait d'être expatriée et de voyager comme ça dans différents pays? Oui, parce que ma mère, en fait, elle arrête de travailler à ce moment-là. Donc, en fait, elle s'occupe beaucoup de moi. C'est elle qui va me chercher à l'école. Elle me fait faire les devoirs, etc. Donc, à ce moment-là, je vois moins mon père. Mon père bosse. Donc, du coup, lui, il part au travail, il est 8h30, 8h. Et puis, il rentre, il est 19h, 20h. Mais par contre, moi, je vois beaucoup ma maman à ce moment-là qui s'occupe beaucoup de moi. Donc, oui, évidemment, ça rapproche aussi beaucoup, notamment mon lien avec ma mère. Combien de temps tu es restée au Maroc? Alors je reste... donc normalement les expatriations ça dure 3 ans. Donc je sais que quand on part au Maroc, mes parents m'expliquent qu'en fait on va rester 3 ans. C'est vrai qu'en Espagne on en est resté 6 parce qu'on a renouvelé, mon père a renouvelé, mais là je sais qu'a priori je suis partie pour 3 ans. Psychologiquement déjà j'essaye de me faire un peu à l'idée. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça parce que au bout de 2 ans et demi, donc je fais ma 6e, ma 5e et je rentre en 4e, à la moitié de ma 4e à peu près, mes parents arrivent un soir dans ma chambre et ils m'annoncent qu'en fait ils me demandent si je sais où se place l'Argentine sur une carte. Donc moi au-dessus de mon lit j'ai un grand map monde et donc je regarde la carte et je pointe du doigt l'Argentine et ils me disent bah oui voilà c'est là. En fait papa il a eu une opportunité pour partir en Argentine. Donc au début je suis super contente. Parce que voilà, nouvelle aventure, etc. Sauf que tout d'un coup, je déchante parce que il m'explique que, moi je réalise pas à ce moment-là, mais il m'explique que l'Argentine c'est l'hémisphère sud, que du coup l'année scolaire c'est pas de septembre à juin comme j'ai toujours connu, mais c'est de mars à novembre, que donc l'année scolaire a déjà commencé. Et que si je veux pas redoubler une classe, il faut que je parte avec ma mère dans 2 semaines. Et donc, j'ai pas le temps vraiment de comprendre ce qui se passe. On fait les valises avec ma mère. Mon père reste jusqu'à septembre pour finir son contrat, mais nous on part courant mars en Argentine. Et je rentre tout de suite en 3e. Donc en fait, j'ai pas fait mon dernier trimestre de 4e et j'ai pas non plus fait mon premier trimestre de 3e. Et donc j'arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau lycée, collège-lycée, et c'est l'hiver, alors que je quitte le Maroc et c'est presque l'été, dans une classe qui a déjà commencé, avec des groupes d'amis qui sont déjà faits. Et là, je sens un gros décalage. Comment se passe ton année de 3e en Argentine? Et est-ce que tu en as voulu à tes parents d'être partis? Alors, mon année de 3e, elle se passe de façon un peu compliquée, pour plein de raisons différentes. Mais déjà parce que j'arrive en plein milieu de l'année et que, on le sait, à cet âge-là, les enfants, ils sont pas forcément toujours très sympa. Donc je parle espagnol, donc ça c'est quand même une chance, je parle espagnol. Mais en Argentine, c'est un autre espagnol. Donc il y a un autre accent, parfois il y a d'autres façons de conjuguer. Donc j'ai quand même un décalage. Donc il y a quand même des camarades de classe qui peuvent se moquer de temps en temps de l'accent espagnol que j'ai. Donc j'ai assez vite su aussi m'adapter et prendre l'accent argentin, mais il s'est quand même passé quelques mois, donc ça n'a pas été facile. Il a fallu s'intégrer aussi sur les nouveaux groupes et ça n'a pas forcément été toujours évident non plus. Donc à ce moment-là, j'en veux un peu à mes parents de m'avoir déraciné de ma vie au Maroc parce que j'adorais. Mais bon, c'est vite passé quand même parce que je pense que quand on est enfant, on est assez flexible aussi, on s'adapte vite. Et les années d'après se sont mieux passées. Moi, j'ai passé mon bac en Argentine, donc on y est resté 4 ans. Les premiers mois, première année a été difficile et puis ensuite ça a été un peu plus simple. Est-ce que tu étais dans un collège français en Argentine et est-ce que tu t'es fait des amis?
En fait, moi je suis dans un lycée franco-argentin, donc il y a une population française d'expatriés, d'enfants, de beaucoup d'hommes quand même, mais qui ont des postes dans des grosses boîtes françaises et qui sont amenés à travailler en Argentine. Et il y a une autre population qui est la population des Argentins, dont les parents veulent que les enfants apprennent le français, potentiellement fassent des études en France. Et donc il y a vraiment une double population qui se côtoie au sein du lycée. Et autant la première année et demie, j'essaye de me faire des amis français. Alors j'en ai, mais c'est pas franchement évident. C'est pas forcément toujours les personnes dont c'est le plus simple de se rapprocher. Par contre, c'est là où je développe des amitiés très fortes avec des Argentins. Et en fait, c'est franchement les deux années ou 3 années, seconde, première, terminale, qui se passe le mieux parce que justement tous mes potes quasiment sont argentins et là je m'éclate quoi. Je découvre en plus de ça la vie à Buenos Aires, c'est l'adolescence, donc les premières boîtes de nuit, les premières sorties, les premiers bars, c'était vraiment une bonne période. Qu'est-ce que tu voulais faire comme étude à la base et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Alors moi j'ai toujours eu la chance, je pense, de savoir depuis très jeune ce que je voulais faire dans la vie. Depuis que j'étais en 4e, 3e, je pense que j'avais en tête que j'allais bosser dans les parfums et cosmétiques, de préférence luxe. Je sais pas trop pourquoi, parce que mon père travaillait dans une banque et ma mère, elle travaillait pas. Donc, et puis j'avais personne dans ma famille qui était dans ce milieu-là. Mais moi, c'était devenu une obsession. Je collectionnais les pubs de parfums, je découpais soigneusement dans des magazines et je classais religieusement toutes les pubs. Je demandais qu'un seul cadeau pour mon anniversaire ou Noël, c'était des miniatures de parfums. J'avais cette obsession pour les parfums. Et donc pour moi c'était assez évident, j'allais faire une école de commerce, j'allais bosser dans la pub ou dans le marketing, et puis je me suis jamais posé la question de faire autre chose que ça. Et puis il se trouve que quand j'étais en première, je crois, fin de première, début terminale, Sciences Po Paris ouvre un cycle délocalisé à Poitiers, qui est axé sur l'Amérique latine. Donc c'est tout nouveau, donc ça devait être en 2000-2001. Il faut savoir que moi, donc du coup, je passe mon bac en novembre 2002. Et donc ils décident début 2002 de faire un tour d'Amérique latine, Sciences Po, pour présenter en fait ce nouveau cycle. Et donc ils font le tour un peu de tous les lycées français en Amérique latine, donc Mexico, Bogota, Santiago et Buenos Aires. Et donc un jour on est invité en amphi avec tous les lycéens pour nous présenter ça. Moi j'ai jamais entendu parler de Sciences Po de ma vie, je sais pas ce que c'est. Ça m'intéresse que très moyennement, mais bon on est obligé d'y aller. Et donc le soir je rentre à la maison et comme d'habitude mes parents me demandent comment s'est passée la journée. Et je leur raconte ce que j'ai fait et vaguement je leur dis, et puis en plus il y a une école qui est venue nous présenter, ça s'appelle Sciences Po, et là mon père il écarquille les yeux, il me dit non mais évidemment que si t'as l'opportunité de le faire, faut le tenter quoi. Et donc je le tente, parce que je pense que j'avais envie de faire plaisir aussi, parce que je pense que mes parents me font prendre conscience que c'est une bonne école et que faut pas passer à côté de l'opportunité si j'ai la possibilité de le faire. Donc je postule quand même aux écoles de commerce, donc là je suis en terminale, je postule aux écoles de commerce et je dépose aussi mon dossier pour Sciences Po et il se trouve que je suis prise. Et donc retour en France, en sachant que donc moi j'ai passé mon bac en novembre 2002, que la scolarité en France reprend en septembre 2003, donc là j'ai 9 mois devant moi de vacances. Entre-temps mes parents quittent l'Argentine et s'expatrient au Portugal, et donc moi je vais passer à peu près 9 mois au Portugal à profiter, à apprendre le portugais aussi, puisque j'ai quasiment que ça à faire. Et puis, on prépare mon installation. Et donc, en septembre 2003, je commence Sciences Po à Poitiers, donc sur le cycle délocalisé. Et comment se passent tes études à Sciences Po ? Sciences Po, ça se passe en 5 ans. Quand moi je rentre à Sciences Po, ça se fait en 5 ans.
Et donc les 2 premières années, c'est ce qu'on appelle un tronc commun. Donc on suit plus ou moins les mêmes cours que Sciences Po Paris, avec des options sur l'Amérique latine. Mais c'est quand même beaucoup de cours de remise à niveau, culture générale, histoire et géographie de l'Amérique latine, etc. Et donc du coup, moi j'ai un objectif, c'est de travailler dans les parfums. Donc l'histoire, géographie de l'Amérique latine au XVIIIe siècle, ça me barbe un peu, mais je dois en passer par là. Donc les 2 premières années, c'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de nuits blanches aussi, mais en même temps beaucoup de fêtes, parce que toute ma promo, on est 50 étudiants qui venons d'Amérique latine, donc on sait faire la fête, et c'est là où se créent aussi des amitiés extrêmement fortes que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est un moment qui est à la fois compliqué et à la fois génial parce que j'ai mon appart pour la première fois, je vis plus avec mes parents, indépendance totale, c'est génial. Tu fais un voyage en 3e année. Est-ce que tu peux nous dire où et quand ? En 3e année, on est obligé de partir à l'étranger. Comme c'est un cycle sur l'Amérique latine, on est obligé de partir dans un pays qui est soit hispanophone, soit lusophone, donc qui parle portugais, en sachant qu'on n'a pas le droit de partir dans un pays où on a déjà habité, où nos parents habitent. Donc moi, je peux pas partir en Espagne, je peux pas partir au Portugal, je peux pas partir en Argentine. Et à ce moment-là, mes parents habitent au Brésil. Donc le choix se réduit et je décide de partir au Mexique. Et je pars non pas à Mexico, parce que ça me semblait un peu trop gros, en arrivant de Poitiers. Et donc je décide de partir à Guadalajara, qui est une des grandes villes quand même du Mexique. Et je vais y passer 1 an. Et qu'est-ce que tu fais après ton expérience au Mexique ? Donc après le Mexique, je rentre à Paris, finir mes études, mes 2 dernières années. Et là, je me spécialise en marketing. Donc je commence enfin à faire quelque chose qui me plaît. Et en dernière année d'études, on nous dit qu'on a le choix. Soit on fait 6 mois de cours, 6 mois de stage, soit on fait 1 an d'alternance. Et en fait, moi, j'en ai marre à ce moment-là de faire des études de cas ou des pseudos. On va faire comme si... Et donc, je dis non, moi, je veux commencer à bosser. Donc, je choisis l'option alternance. Et je ne postule qu'à des boîtes dans les parfums et qu'à des boîtes de luxe. Et donc, j'ai une maison française à ce moment-là dans la parfumerie qui me contacte pour un entretien et qui valide mon alternance. Et donc, je vais passer 1 an et demi avec eux. 1 an d'alternance pour finir mon année, et puis ensuite ça enchaîne sur un CDD de 6 mois. Et qu'est-ce qui se passe après ce CDD ? Et donc là, à la fin de mon CDD de 6 mois, moi je compte sur un CDI après, sauf qu'on est en 2009, et là on me dit désolé, mais il n'y a pas de CDI à la clé. Donc si tu repères une opportunité au sein du groupe, on peut t'accompagner, on peut soutenir ta candidature, mais par contre ça pourra pas se faire chez nous. Donc là j'ai un réflexe qui me vient de tout ce que j'ai pu vivre avant, c'est qu'au lieu de chercher un boulot en France, je regarde les offres à l'international. À quel rythme à peu près se faisaient les expatriations ? En fait, ce que j'ai expliqué au début, c'est que nous, en fait, les expatriations se faisaient à peu près tous les 3 ans. Donc, en fait, je pense qu'à ce moment-là, mon corps ou mon esprit ou mon mental a intégré le fait que je fonctionnais par cycle de 3 ans. Donc là, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis rentrée à Paris. Et donc, quand je dois trouver ma nouvelle étape professionnelle, automatiquement, je pense à l'international. En fait, je me pose même pas la question de savoir s'il y a un boulot en France. Je regarde même pas les offres en France. Je regarde les opportunités dans le groupe, mais à l'international. Et là, je repère une offre en VIE, donc en volontariat à l'international en entreprise, en Australie. Donc, a priori, le plus loin possible de où j'habite. Et je postule. Et voilà, je pense que j'ai une bonne étoile aussi qui fait que la porte s'ouvre et je suis prise pour ce poste-là. Et je m'envole en juillet à Sydney avec 2 valises. Sauf qu'en juillet, l'Australie c'est l'hémisphère sud, donc j'arrive aussi en plein hiver. Donc ça me rappelle un peu l'histoire d'Argentine. Et je commence comme ça une nouvelle étape professionnelle à Sydney pendant 3 ans. Alors, comment se passe la vie à Sydney ? Comment tu t'y sens ? Alors à Sydney, c'est le kiff, pas tout de suite quand même, parce que pareil, j'ai 2 valises, là je dois parler anglais toute la journée, alors même si j'ai appris l'anglais à l'école et que j'ai quand même un peu bossé en anglais avant, c'est pas du tout la même chose que de vivre au quotidien en anglais.
J'apprends un nouveau boulot puisque j'arrive du secteur marketing et là je bifurque sur du commercial, donc c'est aussi d'autres façons de travailler, d'autres automatismes et des choses à apprendre sur une nouvelle marque. Donc même si je reste dans la même industrie, il y a quand même des choses que je dois apprendre. Avec une boss qui est pas facile au début, très très exigeante et que ça reste un de mes meilleurs souvenirs aujourd'hui, mais au début c'est pas évident. Donc ouais, les premiers mois sont pas forcément hyper fun. Il y a quand même 12 heures de décalage horaire, donc c'est aussi plus compliqué pour s'appeler avec les amis, la famille, les parents, etc. Donc je me sens un peu seule au début, mais ça se dissipe assez vite. Et puis ensuite, j'ai passé parmi les 3 meilleures années de ma vie. Et qu'est-ce que tu fais concrètement à Sydney ? Ouais, donc mon boulot à ce moment-là, je pense que je me dis à ce moment-là que j'ai le meilleur boulot de ma vie et sans doute le meilleur boulot sur la planète. Donc je bosse toujours pour une boîte de parfums et je m'occupe du business en aéroport sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et également sur les îles Pacifiques francophones. Donc moi, dans ma zone, j'ai Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji et je dois y aller. Je dois voir comment ça se passe. Donc là, je découvre des régions du monde qui font rêver sur catalogue et moi, j'ai la chance d'y aller pour le boulot, quoi. Donc c'est assez dingue. Est-ce que ton expérience précédente et tes nombreux voyages t'ont beaucoup aidé à mieux vivre en Australie ? Oui. En fait, le fait d'avoir voyagé avant et le fait de savoir que les moments inconfortables vont passer, le fait que on atterrit dans une nouvelle ville, la première fois qu'on prend un taxi pour se rendre dans son nouveau quartier, toutes les rues sont inconnues, mais on sait, parce qu'on l'a vécu, qu'à un moment donné, ces rues, on va les connaître, qu'on va pouvoir se repérer, qu'on va avoir des connaissances, qu'on va se faire des amis, qu'on va vivre des super moments et que ça va faire des souvenirs pour la vie ensuite. C'est rassurant. Donc moi, je me raccroche à ça à ce moment-là en me disant, ok, c'est dur au début, mais tu sais que ça va passer. Et tu sais surtout que le jour où tu vas devoir quitter l'Australie, ça sera difficile aussi. Donc oui, le fait d'avoir beaucoup voyagé avant fait que les moments compliqués sont plus faciles à accepter. Au bout de combien de temps tu décides de rentrer en France ? Alors, donc au bout de 3 ans d'Australie, il se trouve que moi, à ce moment-là, je suis avec quelqu'un qui est expatrié et qui est amené à rentrer en France. Donc là, il faut faire un choix. Soit je reste en Australie, parce qu'il se trouve qu'en plus j'avais obtenu mon visa pour rester plus longtemps, soit je rentre en France. Et puis là, c'est le cœur qui a parlé, donc je suis rentrée en France et c'est le cœur qui a parlé, mais je pense aussi que comme j'ai un peu l'habitude de vivre par cycle de 3 ans, je me dis que c'est aussi un signe et que faut peut-être refermer la page de l'Australie et qu'il y a peut-être d'autres aventures qui m'attendent. Et donc je rentre en France en janvier 2012. Et donc là, la boîte dans laquelle j'étais me propose un poste que je refuse parce que j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voir autre chose, et donc je décide de refuser ce poste-là et de postuler à d'autres postes. Et là, je commence une nouvelle mission dans une autre boîte de parfum, une autre grosse boîte de parfum, et je vais y rester 7 ans. Quand est-ce que tu as senti que quelque chose n'allait pas ou commençait un petit peu à clocher ? Donc je rentre en 2012 dans cette boîte de parfum. Les 3 premières années, je les passe à Paris. Et puis, il me propose de partir à Madrid. Donc j'accepte. Et en mars 2015, j'arrive à Madrid. Alors déjà, j'ai l'impression de revenir aux sources puisque j'y habitais, je parle espagnol, donc c'est super, le poste est top, et les 2 premières années ça se passe super bien. Je suis ravie, ça fait 10 ans que je fais ce que j'ai envie de faire depuis toute petite, et en fait au bout de 2 ans je commence tout doucement à me poser des questions sur la suite, parce que pour plein de raisons différentes, mais je voyage énormément pour le boulot, ce qui veut dire que ma vie perso, elle est un peu mise de côté aussi. J'ai une oreille tendue de plus en plus sur les sujets de sens au travail, bien-être au travail, quête de sens, épanouissement, etc. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je suis davantage attentive à ce genre de sujet. Et puis moi, je m'y retrouve un petit peu moins dans ce que je fais.
Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un élément déclencheur qui a appuyé sur tout le reste et qui a fait que tu as décidé d'accélérer le processus de changement de vie? Alors, il se trouve que il y a un jour en particulier où on me demande de faire une énième version budgétaire. On a l'habitude de faire plusieurs fois par an une révision budgétaire, mais là on me demande d'en faire une hors date habituelle, de façon urgente, pour une réunion qui doit avoir lieu le lendemain entre ma N+5 et le big boss de la boîte. Et en fait, normalement, c'est un travail qu'on fait en plusieurs semaines, et là, on me demande de faire quelque chose dans l'urgence. Et donc, je passe une nuit blanche à faire ce travail. Et en fait, le lendemain, je suis claquée et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas normal, quoi. Enfin, et puis ouais, pendant tout le moment où j'étais en train de faire ces chiffres-là, je me disais, mais de toute façon, que je mette ça ou un autre chiffre, de toute façon, ça va être revu dans 3 mois. On sait même pas si on va, enfin voilà, on n'a pas une boule de cristal, donc on sait qu'on fait ces exercices budgétaires parce que c'est important de les faire et parce que on a besoin de savoir où on va. Et d'un autre côté, c'est la 50e fois que je le fais depuis que je bosse, et je me rends bien compte que il y a quelque chose qui me semble un petit peu dénué de sens dans tout ça, quoi. Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.